Cette arme a été créée pour détruire les bombardiers lourds à une altitude de 10 km et protéger les villes allemandes des raids aériens. Mais au lieu de cela, elle est devenue l'arme anti-char la plus meurtrière de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous allons parler du canon anti-aérien Flak de 88 mm. Nous verrons comment l'artillerie anti-aérienne est devenue, tout à fait accidentellement, un tueur de chars. Pourquoi a-t-elle dominé à des distances où l'ennemi était incapable de riposter? Et comment ce triomphe paradoxal a été payé de la vie des artilleurs? Pour comprendre pourquoi le canon anti-aérien a acquis un tel potentiel, il faut remonter 100 ans en arrière, à une époque où une nouvelle menace est apparue dans le ciel et où les anciens canons ne pouvaient plus la contrer. À la fin des années 1920, les concepteurs d'avions militaires avaient résolu un problème fondamental. Les bombardiers avaient appris à voler à une altitude de 10 000 mètres, où l'air raréfié les rendait pratiquement invulnérables aux chasseurs de l'époque et totalement hors de portée de l'artillerie anti-aérienne. Les commandants de batterie sous les villes industrielles allemandes observaient le même spectacle à travers leurs jumelles. Un point argenté à 10 000 mètres laissant une traînée d'inversion. Leurs propres obus explosaient à 6 km, éclats inutiles dans le vide, et le bombardier se dirigeant calmement vers les usines, les hauts fourneaux et les zones résidentielles. Les anciens canons, convertis à partir des canons de campagne de la Première Guerre mondiale, étaient limités par la physique. Pour franchir le plafond à 10 km, il fallait un obus avec une vitesse initiale élevée, ce qui impliquait une charge puissante, un long canon et un châssis robuste capable de résister au recul énorme lors d'un tir presque vertical vers le haut. Pour l'Allemagne, ce défi technique était compliqué par des défis politiques. Le traité de Versailles interdisait le développement et la production d'artillerie d'un calibre supérieur à 75 mm. Et tous les systèmes anti-aériens étaient soumis à un contrôle rigoureux de la Commission alliée. Les généraux allemands comprenaient parfaitement que la prochaine guerre se livrerait dans les airs. Pourtant, officiellement, ils n'avaient même pas le droit d'envisager la défense aérienne. Il fallait trouver une solution qui puisse être mise en œuvre à l'abri des regards des inspecteurs. En 1925, les ingénieurs du groupe Krupp ont emballé leurs plans et leur documentation technique. Ils se sont rendus en Suède, où leurs collègues de la société Bofors les attendaient officiellement. Il s'agissait d'une collaboration mutuellement avantageuse. Mais dans la pratique, les Allemands obtinrent ce qu'ils n'avaient pas chez eux: la liberté de concevoir des armes sans tenir compte du traité de Versailles. Au début, l'équipe travailla sur un canon de 75 mm, mais les dirigeants militaires allemands exigèrent plus de puissance. Le choix se porta sur le calibre 88 mm, bien connu de la flotte du Kaiser, qui offrait un équilibre idéal entre le poids des obus et la cadence de tir. En 1928, le premier prototype était prêt. Il était doté d'un long canon de 56 calibres, d'une culasse semi-automatique qui éjectait les cartouches usagées sans intervention de l'équipage, et d'une plateforme en forme de croix avec 4 stabilisateurs pour plus de stabilité. Le canon pouvait pivoter à 360 degrés et s'élever presque à la verticale, tirant des obus à une hauteur de 11 km. La cadence de tir atteignait 20 coups par minute, ce qui était un résultat exceptionnel pour un canon anti-aérien de ce calibre. Mais il y avait un compromis inévitable, inhérent au concept même. Pour tirer vers le haut à 10 km,
l'arme nécessitait un angle d'élévation élevé, ce qui impliquait un affût haut. Les ingénieurs comprenaient que cela rendait le canon vulnérable, mais il n'y avait pas d'autre solution. La physique ne laissait pas le choix. Soit un affût haut, soit aucune chance d'atteindre les bombardiers au plafond. En position de combat, le 8 s'élevait à 2 mètres et 10 cm, ce qui rendait sa silhouette comparable à celle d'un char moyen. 10 ans plus tard, ce choix de conception allait causer la perte de centaines d'artilleurs. Pourtant, en 1933, lorsque le Flak 18 entra en production de masse, personne n'avait encore envisagé d'utiliser des canons anti-aériens contre des cibles terrestres. 3 ans plus tard, cependant, en Espagne, les artilleurs de la Légion Condor allaient tourner leurs canons à l'horizontale. Et ils allaient voir à quoi ressemble un char à 1 km de distance et à quoi ressemblent les traceurs des mitrailleuses, volant vers le calcul. À l'automne 1936, plusieurs batteries de 8 canons arrivèrent en Espagne dans le cadre de la Légion Condor. Officiellement, leur tâche consistait à protéger les aérodromes et les bases d'approvisionnement contre les bombardiers républicains. Cependant, la nature de la guerre civile, avec ses lignes de front chaotiques et ses contre-attaques constantes, obligea rapidement les officiers allemands à improviser lorsque les chars soviétiques T-26 et BT percèrent les positions des nationalistes. Les artilleurs eurent 2 options: regarder l'infanterie reculer sous les chenilles ou tourner les canons à l'horizontale et ouvrir le feu avec un tir direct. Le résultat dépassa toutes les attentes. Un obus perforant de 10 kg, accéléré à 840 mètres par seconde, pénétrait le blindage frontal de n'importe quel char républicain à une distance d'1,5 km, transformant une protection de 45 mm en carton. Le T-26 soviétique, touché à 800 mètres, fut le premier char que l'équipage de la 82e division vit non pas à travers les jumelles du dispositif de guidage, mais à l'œil nu. Et pour la première fois, les artilleurs virent comment les traceurs des mitrailleuses du véhicule endommagé cherchaient leur position, dessinant des lignes rouges dans l'air poussiéreux. Pendant 3 ans de guerre, la 8e division participa à 377 combats, dont seulement 31 concernaient des cibles aériennes. Le reste du temps, elle servit d'artillerie anti-char, d'artillerie de campagne et d'artillerie d'assaut pour détruire les fortifications. Mais l'Espagne leur a enseigné leur première leçon amère. L'utilisation de canons anti-aériens comme artillerie de campagne signifiait que l'équipage devait se déplacer vers la ligne de front, où il était vulnérable non seulement à l'artillerie ennemie, mais aussi aux tirs de mitrailleuses provenant de véhicules blindés. Les pertes parmi les équipages des batteries de 85 mm n'étaient surpassées que par celles des équipages de bombardiers. Les artilleurs ne tiraient plus sur un point abstrait dans le ciel. Ils tiraient désormais de front sur l'ennemi, qui pouvait les voir et riposter. Un matin de mai 1940, près de la ville française d'Arras, les régiments de chars britanniques lancèrent une contre-attaque sur le flanc droit de l'offensive allemande 60 chars lourds Matilda, dont le blindage atteignait 78 mm d'épaisseur, percèrent la ligne défensive et roulèrent sur les positions de l'infanterie, écrasant les canons anti-chars de 37 mm ainsi que leurs équipages. Les obus allemands ricochèrent sur le blindage incliné, sans causer de dommages aux chars, et la panique commença à se répandre parmi les unités allemandes. Erwin Rommel,
commandant de la 7e division blindée, rassembla personnellement toutes les pièces d'artillerie disponibles, y compris 8 canons de 80 mm, et mit en place une ligne de tir. Les obus de 80 mm stoppèrent l'avance britannique, pénétrant les Matilda à une distance où les canons britanniques de 2 livres ne pouvaient même pas atteindre les positions allemandes. La victoire eut un prix élevé. Rommel perdit environ 400 hommes, tués ou blessés, soit 4 fois les pertes habituelles de sa division en une journée de combat. La silhouette imposante des canons en faisait d'excellentes cibles pour les canons des chars britanniques, et plusieurs canons de 80 mm furent détruits par des tirs directs, ainsi que leurs équipages qui n'eurent pas le temps de se retirer. Mais à l'époque, au printemps 1940, cela semblait être un compromis raisonnable. Le canon dominait le champ de bataille, et si la vie des artilleurs devait être sacrifiée pour empêcher une percée des chars, le commandement considérait que c'était un échange équitable. En Afrique du Nord, le 8 atteignit le sommet de sa létalité. En juin 1941, au col de Halfaya, 13 canons enterrés affrontèrent l'offensive britannique de l'opération Battle Axe. 190 chars, dont des Matilda lourdement blindés, attaquèrent les positions allemandes. Le résultat fut désastreux pour les Britanniques. Une centaine de véhicules furent détruits, les artilleurs allemands revendiquant un char détruit pour chaque série de 20 obus tirés. Aucun char britannique ne parvint à s'approcher suffisamment pour riposter. Le col fut surnommé Hellfire Pass, le col de l'enfer, un nom qui reflétait bien l'expérience des tankistes britanniques qui brûlèrent dans leurs véhicules, sans comprendre d'où venaient les tirs ennemis. Rommel utilisa les Panzers avec une ingéniosité diabolique, les enfouissant dans le sable jusqu'à leurs boucliers, les camouflant avec de la végétation et plaçant des chars en retraite devant eux comme leurs. Dans le désert africain, les artilleurs creusèrent des fosses d'1,50 m de profondeur, ne laissant dépasser que le canon et les bords de la plateforme en forme de croix. L'équipage travaillait dans la fosse, où la chaleur diurne transformait le métal du canon en une poêle brûlante, leur brûlant les mains, même à travers leurs gants. Le sable obstruait la culasse, craquait entre leurs dents et leur rentrait dans les yeux. Mais le pire était l'immobilité. Il était impossible de se pencher hors de la fosse, de se tenir droit ou de se redresser. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était s'asseoir dans une fosse d'1,50 m et attendre que les silhouettes des chars britanniques apparaissent à l'horizon, ou qu'un obus britannique vous trouve en premier. Les artilleurs britanniques ont rapidement appris à calculer les positions à partir des éclairs des tirs et des nuages de poussière caractéristiques soulevés par le frein de bouche. À El Akakir, ils ont découvert un équipage de 8 hommes, tous tués par les éclats d'un obus d'artillerie. Leurs camarades ont enterré les 11 artilleurs dans la fosse où ils travaillaient, n'ayant pas le temps d'évacuer les corps sous le feu constant. Mais en Afrique, au moins, les 88 pouvaient être enterrés. Sur le front oriental, où la ligne avançait de plusieurs dizaines de kilomètres par jour et où les retraites commençaient sans avertissement, le défaut de conception du 88 allait transformer un simple problème en un massacre de masse. Et l'histoire d'une journée de décembre près d'une ville hongroise allait le montrer dans toute sa cruauté. Au cours de l'été 1941, 51 divisions mixtes anti-aériennes de la Luftwaffe franchirent la frontière soviétique dans le cadre des groupes d'armées
de la Wehrmacht. Il était prévu que les F-8 couvrent les colonnes avancées de l'aviation soviétique, mais dès les premières semaines de la guerre, il devint évident que leur tâche principale serait de combattre les chars. L'apparition des T-34 et des Kampfs a choqué l'artillerie anti-char allemande. Les canons standards de 37 mm et 50 mm ne pouvaient pénétrer le blindage des chars lourds soviétiques qu'à 200 mètres, uniquement par le côté ou par l'arrière. En comparaison, le canon de 76 mm du T-34 était efficace à 1000 mètres. Le canon de 88 mm restait la seule arme allemande capable de rivaliser à armes égales avec les nouveaux chars soviétiques, pénétrant leur blindage frontal à une distance de 1,5 km. Mais le front de l'Est était totalement différent du désert africain. Ici, la ligne de front se déplaçait de plusieurs dizaines de kilomètres par jour. Les offensives étaient suivies de contre-offensives. Et les positions qui semblaient sûres le matin se retrouvaient profondément en arrière des lignes ennemies ou menacées d'encerclement le soir venu. C'est là que le défaut de conception du 8 passa d'un inconvénient à une condamnation à mort. Il fallait 2,5 minutes à un équipage entraîné pour déployer complètement le canon en position de combat. Pour le rétracter, le déconnecter de la plateforme, relever les stabilisateurs, le fixer au tracteur et le préparer pour le transport, il fallait au moins 25 minutes de travail intense de la part de 11 personnes. Sur un terrain accidenté ou sous le feu de l'artillerie, ce temps pouvait facilement doubler. Près de Demyansk, en Hongrie, en décembre 1944, les artilleurs entendirent le rugissement des moteurs des chars avant de recevoir l'ordre de battre en retraite. 35 T-34 soviétiques avançaient en front large à travers un champ enneigé. Au même moment, le tracteur semi-chenillé était bloqué à 3 km derrière les positions. Le commandant de la batterie regarda la trotteuse de son chronomètre. Il restait 20 minutes avant que les canons soient prêts à être transportés. 5 minutes avant que les chars n'entrent dans le champ de tir effectif des canons de 8 mm. 3 minutes plus tôt, ils auraient été visibles à l'œil nu. Le commandant pouvait donner l'ordre de battre en retraite immédiatement. 11 membres d'équipage survivraient, où ils pouvaient arrêter l'attaque, gagner du temps et espérer que les mécaniciens libèrent le tracteur. Tous les commandants de batterie du front de l'Est connaissaient les statistiques. Dans 9 cas sur 10, une telle décision entraînait la mort de tout l'équipage. Les équipages ouvrirent le feu et détruisirent 2 chars, mais les véhicules soviétiques continuèrent d'avancer, contournant la position. Lorsque l'ordre de retraite fut donné, les artilleurs firent sauter les culasses de 2 canons de 88 mm qu'ils n'avaient même pas eu le temps d'évacuer, puis se retirèrent. Les Allemands perdirent leurs armes. Les Soviétiques perdirent 2 chars. Le calcul était impitoyable. En septembre 1939, en Pologne, une batterie du 22e régiment anti-aérien tenta d'arrêter la contre-attaque polonaise près de la ville d'Ilza. Les équipages se battirent jusqu'au bout, repoussant l'infanterie avec leurs armes personnelles. Mais finalement, la position fut prise avec 3 canons. Même dans les derniers mois de la campagne africaine, alors que les unités allemandes battèrent en retraite vers la Tunisie, en raison d'une pénurie catastrophique de carburant, les routes étaient jonchées de 88 abandonnés que leurs équipages ne pouvaient tout simplement pas emporter avec eux. Le paradoxe était cruel dans sa simplicité.
Tant que le canon restait en position, il dominait une portée de près de 2 km, détruisant tout blindé ennemi avant qu'il ne puisse s'approcher de la portée de tir effective. Mais dès que la ligne de front vacillait, dès que l'ordre de retraite était donné à un moment où il n'y avait pas de tracteur à proximité, les artilleurs étaient confrontés à un choix: 21 minutes de travail sous le feu, avec une probabilité de près de 100% que tout l'équipage soit tué ou détruire le canon de leurs propres mains et battre en retraite. Des centaines de canons de 88 mm ont été détruits par leurs propres équipages. Des milliers d'artilleurs sont morts en essayant de sauver leurs armes, et aucune puissance de feu ne pouvait compenser cette vulnérabilité fondamentale. Les concepteurs allemands comprenaient parfaitement le problème. Le canon de 88 mm dominait le champ de bataille, mais ses équipages mouraient trop rapidement. La solution semblait évidente: placer l'arme à feu dans un blindage. En 1942, le char lourd Tiger, armé d'une version adaptée du canon de 88 mm, est entré en service. Désormais, les artilleurs étaient protégés des balles et des éclats d'obus, pouvaient tirer tout en se déplaçant et ne dépendaient plus des tracteurs pour battre en retraite. Mais ils ne pouvaient pas tromper les lois de la physique. Le Tiger pesait 57 tonnes, ce qui le rendait lent, vorace et très vulnérable aux pannes. Les Allemands ont résolu le problème de la vulnérabilité de l'équipage en sacrifiant la mobilité du véhicule. Des versions anti-chars spécialisées du véhicule à 8 roues, dotées de canons encore plus longs, ont fait leur apparition, comme le Pak 43, qui était monté sur des châssis automoteurs Ferdinand et Jagdpanther. Mais en 1943, la guerre était déjà perdue. Aucune solution technique ne pouvait en changer l'issue. Après la capitulation de l'Allemagne, les Alliés s'emparèrent de milliers de 88 et les utilisèrent volontiers contre leurs anciens propriétaires. À la fin de 1944, la 7e armée américaine souffrait d'une grave pénurie de munitions et arma temporairement plusieurs bataillons d'artillerie avec des canons allemands capturés, dont des 88. L'ironie amère était que les armes créées pour défendre le Troisième Reich finirent par être utilisées pour le détruire. L'armée finlandaise a acheté 90 canons de 88 mm en 1943 à 1944 et les a utilisés comme canons anti-aériens jusqu'en 1977 pour défendre Helsinki contre les raids soviétiques. Les Finlandais ont ensuite transféré ces armes à la défense côtière, où les derniers exemplaires sont restés en service jusqu'au début des années 2000. En 2001, sur un terrain d'entraînement finlandais, un jeune réserviste a tiré le dernier coup de feu d'un 88. L'obus d'entraînement a atterri dans la mer Baltique. Le réserviste avait 22 ans, exactement le même âge que les artilleurs qui ont tiré pour la première fois sur des chars en Espagne en 1937. Ils sont morts quelques mois plus tard. Celui-ci est rentré chez lui après les exercices. Le canon leur a survécu à tous les deux, et à des dizaines de milliers d'autres jeunes artilleurs entre eux. Mais l'héritage principal des 8 n'était pas le métal ou les solutions de conception. Il a établi un modèle qui s'est répété d'innombrables fois dans l'histoire militaire, la supériorité de la puissance de feu, acquise au prix de la vulnérabilité de ceux qui fournissent cette supériorité. Le système américain de missiles anti-chars Javelin pèse 22 kg contre 8 tonnes. Son opérateur
peut prendre position en quelques secondes au lieu de 20 ans minutes. La technologie a progressé de plusieurs décennies, mais le dilemme fondamental reste le même. Le système de missiles anti-chars TOW en Syrie exige que l'opérateur reste en position pendant 15 secondes pendant que le missile guidé par fil vole vers sa cible, 15 secondes pendant lesquelles le flash du lancement révèle la position, et tout mitrailleur ou tireur d'élite de la colonne ennemie obtient une cible claire. L'ENLAW permet à l'opérateur de tirer et de se mettre immédiatement à couvert, mais nécessite que le char s'approche à moins de 600 mètres, une distance à laquelle l'équipage peut voir le fantassin à l'œil nu. Sur les champs de bataille du XXIe siècle, la même histoire qui a commencé dans les tranchées espagnoles il y a 85 ans se répète. Les équipages anti-chars détruisent les véhicules blindés à des distances où les chars sont incapables de riposter, mais restent eux-mêmes mortellement vulnérables à l'artillerie, à l'aviation et aux tirs de riposte. Chaque bataille en Ukraine, en Syrie et à Gaza confirme cette vieille vérité. La technologie évolue, mais une personne équipée d'une arme capable d'arrêter un char reste l'élément le plus fragile de cette équation. La question laissée par les 8 continue de résonner sur tous les champs de bataille modernes. Combien coûte la supériorité? Et qui en paie le prix?